Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est pas comme si je vous avais parlé pendant une demi-heure avant. Moi, je vais vous faire une conférence sur, une présentation sur l'impact des sciences du sport et du sport dans votre vie en tant que sceptique qui veut se mettre au sport ou sportif qui veut se mettre au scepticisme. D'accord ? On va essayer de plus aborder quand même le côté sceptique qui veut se mettre au sport parce que on est quand même dans une configuration avec plutôt des gens qui sont de ce côté-là. Okay, pour les experts dans la salle ou pour ceux qui regarderaient ça à la retransmission, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais pour les autres, ça vaut le coup. Donc, je te laisse avancer. Donc, voilà, je vous présente ma tête. Voilà, mon histoire, on va dire, d'une certaine façon. Moi, au départ, je suis ce petit garçon-là, d'accord, qui avait à peu près cette tête-là quand on lui disait « il faut que tu ailles faire du sport ». Okay, la tête là, en haut. Pourquoi ? Parce que ma mère, en fait, il faut savoir que c'est une ancienne sportive de haut niveau, pas très haut niveau, pas international, mais quand même, dans sa jeunesse, fait beaucoup de ski, beaucoup de tout sport divers et variés. Et donc, elle avait envie, avec le fait de me transmettre sa fibre artistique, de me transmettre aussi ce côté-là où il faut faire du sport. Et elle a essayé de me mettre un petit peu à tout. C'est-à-dire, j'ai fait en vrac du judo, bon, comme tout le monde, de la natation, de l'équitation, de l'escrime, du cirque. Bref, à chaque fois, je commençais 1 an. Et puis, derrière, j'étais nul, donc je ne continuais pas. Donc, c'était absolument atroce pour moi de faire du sport, d'y aller. Et en plus, il y avait les cours de PS qui n'arrangeaient rien. Hein. Je suppose qu'on l'a tous vécu. Enfin, tous. Peut-être, en tout cas, plus de gens dans cette salle l'ont vécu proportionnellement au reste de la population, c'est-à-dire avoir vraiment ce côté où tu es un peu le dernier à l'EPS et puis peut-être que tu es bon aussi en classe, donc t'es pas forcément, enfin tu es un peu vu comme l'intello et ça s'oppose un petit peu avec le sport, avec tout ça. Et pour rajouter à ça par-dessus le marché, j'étais très asthmatique. Et quand je dis très asthmatique, c'est pas genre, voilà, non, c'était du genre que j'ai fait quand j'étais petit, une crise d'asthme qui m'a amené à l'hôpital pendant 3 semaines, quoi. Donc, c'était très asthmatique. Et du coup, moi, ce que je préférais, c'était clairement faire du dessin, d'accord, jouer aux jeux vidéo et lire des livres. Voilà. Et je veux dire, j'étais quasi systématiquement tout le temps en train de lire des livres, et c'est peut-être ce qui fait que quand même, je suis là aujourd'hui. Donc, je te laisse dérouler. Je vais expliquer quand même les bienfaits du sport, d'accord ? Pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'en faire ? Donc, normalement, il y a un petit titre sur le côté, mais que j'arrive pas à lire. Non, je vais regarder sur le côté de la présentation pour être sûr de à chaque fois de quelle sous-partie je parle. Donc, je ne le vois pas à l'écran. Sport, voilà, le sport et les maladies cardiaques. Voilà. Désolé, à chaque fois, je vais avoir besoin de me remettre dedans parce que les schémas se ressemblent un peu tous. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au niveau des maladies cardiaques, ce qu'on observe, c'est une relation au niveau de l'activité physique dans la semaine, une relation dose-réponse. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une relation dose-réponse ? Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui savent déjà ce que c'est, mais je vais quand même le réexpliquer. Une relation dose-réponse, c'est plus on en fait, plus on a on a toujours un effet qui va s'accumuler. Ce n'est pas un moment où on va avoir un plateau, d'accord ? C'est vraiment, ça va continuer. Alors, évidemment, les bénéfices dans une relation dose-réponse, ce n'est pas toujours une relation linéaire, d'accord ? C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un moment où ça fait un pic, et puis après, ça continue à monter de façon beaucoup plus, progressive, d'accord ? Mais quand même, on a une relation dose-réponse au niveau de l'activité physique et du taux d'incidence de maladies cardiovasculaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un MET ? Voilà, ça là, c'est un MET en fait, c'est l'activité. Alors, il ne faut pas le prendre comme l'activité métabolique au sens littéral parce que sinon, on ne pourrait pas avoir 0,9 MET quand on dort, par exemple, parce que ça, c'est une confusion qui est faite. Un MET, en fait, c'est l'activité, le nombre de calories, le nombre d'énergie qu'on dépense
simplement quand on fonctionne, on va dire, et qu'on est éveillé. Voilà, je ne vais pas le formuler de façon extrêmement précise, parce que ça pourrait demander des calculs, etc. Mais dans l'idée, ce qu'il faut juste savoir, c'est que dans le premier, là, c'est réparti par quintile, d'accord, d'activité physique par semaine. Dans le premier quintile, on est à 1,2 mètres/heure par semaine, d'accord. Ce qui veut dire, de ce que j'ai compris de l'étude, parce que comment dire, c'était pas très très clair la façon qu'ils avaient de le quantifier, mais de ce que j'en ai compris, c'est qu'ils faisaient juste l'équivalent en heures d'activité physique, donc 1,2 mètres, d'accord, une heure, on va dire, à 1,2 mètres. Par exemple, une heure à 1,2 mètres. Et le dernier quintile, il faisait en moyenne 49,1 mètres. Donc ça veut dire que c'est réparti en un certain nombre d'heures, d'accord. Donc par exemple, on va multiplier, je ne sais pas moi, course à pied à 17,5 km/h, donc 18 fois le nombre qu'il faut pour faire 49, je ne suis pas très bon en calcul de tête, mais on va dire 2 heures, 3 heures, quelque chose comme ça. Et ils faisaient en fait par semaine ces 3 heures-là qui se rajoutaient à leur activité physique de base, d'accord. Donc on remarque que dans tous ces quintiles-là, enfin on voit que les risques de maladies cardiovasculaires, d'incidents cardiovasculaires, ne faisaient que décroître, d'accord. Donc plus vous faites du sport, mieux c'est pour votre santé cardiovasculaire. Ok? Jusqu'à là, tout le monde comprend. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais c'est pas clair, etc. Non, ça va? Oui? Je n'ai plus le terme en anglais. Je suis... Voilà, Metabolic Equivalent of Task. Moi, j'utilise à chaque fois l'acronyme et au bout d'un moment, je commence à perdre les termes. Donc c'est bien, c'est bien de le rappeler. Du coup, est-ce que tu peux... Là, on est sur le sport et le diabète. D'accord? Oui? Alors, je vais le réexpliquer. En gros, ça veut dire, au-delà de ce que j'ai compris de ce que disait dans cette étude-là, au-delà de leur activité, on va dire, physique de base, qu'ils ont besoin pour se maintenir en vie, d'accord, ils faisaient 1,2 mètres dans leur semaine. Donc c'est vraiment très très peu d'activité physique. C'est-à-dire que par exemple, ils allaient faire une activité physique de type 1 heure c'est même pas écrire à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment faire peut-être simplement de la marche ou quoi que ce soit. Enfin, c'est très très peu de mètres par semaine. Enfin, c'est du supplémentaire. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le supplémentaire par rapport à leur activité qu'il aurait demandé, par exemple, à leur travail ou des choses comme ça. Donc, basiquement, ils ne faisaient pas d'activité physique. D'accord? Et dans le dernier, ils faisaient, par exemple, 1 heure de course à pied, c'est 18. Bah, du coup, ils faisaient, pour arriver en moyenne 50 mètres, ils faisaient 18 fois 2, donc 36, fois 3 à peu près, je ne pourrais pas le dire, là de tête. De quoi? 54, voilà. 18 fois 3, 54. Donc, ils faisaient à peu près, par exemple, 3 heures de course par semaine. OK? Ah oui, au niveau du tableau, effectivement, 1 heure. En fait, ouais, c'est bien. Merci de me demander de le réexpliquer parce que moi, j'ai l'habitude de jongler avec ces chiffres-là, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément clair. 1 heure de cette activité physique-là, d'accord? La course à pied, en général, 7, d'accord? Et c'est même pas forcément quantifié par heure, en fait. C'est juste l'activité physique qui est à un équivalent de 7 fois la dépense qu'on a en restant basiquement debout. OK? Plus compréhensible comme ça? Parfait. Merci de le demander. Et n'hésitez pas au fur et à mesure à demander des précisions parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de jongler avec ces concepts-là, encore une fois. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, au niveau du diabète, d'accord? Eh ben, on a encore une relation dose-réponse. Okay? C'est-à-dire que plus on fait de sport, en tout cas dans ce qu'on a étudié, évidemment, ce sont selon les données, je suppose qu'il doit y avoir, à un moment, on ne peut pas faire du sport H24 tout le temps, être tout le temps en train de faire du sport, mais dans ce qu'on a observé, eh bien, oui, on a une réduction des risques qui est proportionnelle, plus ou moins, au quota d'activité physique qu'on fait. Donc si jamais vous voulez éviter d'avoir le diabète de type 2, qui peut
hein, se déclarer. Voilà, c'est une maladie qu'on peut avoir, contrairement au diabète de type 1 qui est un petit peu plus... je ne vais pas faire l'étiologie du diabète, je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, si vous voulez limiter vos risques, c'est intéressant de considérer l'activité physique. Voilà, c'est pas très... je te demandais de... Au niveau de la prévention des cancers, d'accord ? Encore un avantage de l'activité physique. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec, en moyenne, 10 à 20% de réduction des risques de cancer de façon générale. Et dans certains cas, d'accord, dans certains types de cancers, on pourrait aller jusqu'à 40 à 50% de réduction des risques. Ce qui est énorme en fait. Et quand on sait que les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, ça fait partie des... je pense qu'à eux trois doit constituer une bonne majorité des causes de mort évitables. Ça fait réfléchir, quoi. Comme ils disent sur les posts Facebook. C'est pour moi, c'est vraiment pour moi une façon de vous dire, c'est important au niveau de votre santé. Pensez-y, le sport, c'est vraiment quelque chose à pas mettre entre parenthèses. Voilà. Je te laisserai avancer à la diapositive suivante. Donc, mais aussi à un moment, je l'espère pour vous, vous allez commencer à vieillir. D'accord ? Oui, je l'espère, parce que si vous ne commencez pas à vieillir, c'est qu'il y a eu un problème avant. D'accord ? Et du coup, vous allez vous retrouver à perdre certaines capacités. Mais vous les perdrez beaucoup moins vite si jamais vous faites du sport. Et ça, c'est un aspect qui est souvent... évidemment, là, vous êtes tous jeunes et fringants, donc, voilà, je le vois, vous avez l'œil vif, vigilant, enfin, vous êtes beaux, vous êtes tous beaux, voilà, je le dis, il fallait venir à la conférence si vous vouliez vous faire traiter de personnes belles, voilà. Et donc, du coup, évidemment qu'on n'y pense pas, mais quand on va commencer à vieillir, quand on veut avoir une certaine indépendance, quand on veut éviter des risques de sénescence, et même au niveau du mental, le sport est un allié, si ce n'est peut-être même une condition sine qua non du fait de vieillir convenablement. Le sport, l'activité physique, hein, on s'entend. Et j'oserais même rajouter que, là c'est juste une petite parenthèse personnelle, quand on pense à du sport qui aide à mieux vieillir, très souvent, on fait l'amalgame, ou en tout cas, on pense beaucoup à du cardio, des choses comme ça. Il ne faut pas oublier que la musculation a vraiment son rôle à jouer là-dedans, parce qu'on a des choses comme la sarcopénie qui vont pouvoir arriver, c'est-à-dire la perte de masse musculaire, et qui vont pouvoir être largement limitées par le fait de faire de la musculation, de l'entraînement en résistance, tel qu'on le qualifie en tout cas dans la littérature scientifique. Ok ? Là, pas de questions pour le moment. Donc, au niveau de la cognition, d'accord ? Au niveau du fait d'aller mieux mentalement. Alors, évidemment, hein, il faut bien le souligner, c'est pas on n'a pas vu des effets incroyables chez toute la population, mais quand même, il y a des populations dans lesquelles on voit beaucoup d'effets positifs au niveau de la cognition. Déjà, tout le monde sait ce que c'est que la cognition ? Ok, très bien. Donc, je vais quand même le repréciser pour l'audience moins éduquée qui regardera probablement en retransmission, parce que vous êtes tous hyper intelligents, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, du coup, au niveau la cognition, c'est justement l'intelligence, enfin, c'est la capacité à... je m'embarquais dans une définition de la cognition, alors qu'en fait, je ne la connais pas si bien que ça. Dans l'idée, c'est tout ce qui a trait à la connaissance, au fait d'être capable, si je devais le définir comme ça, de nos capacités intellectuelles, basiquement. Voilà. Et donc, si on fait de l'activité physique, notamment dans les périodes early, donc au début pendant notre croissance et quand on commence à décliner du coup vers la vieillesse, c'est intéressant de faire ça. C'est aussi intéressant au niveau des déficits cognitifs qui peuvent être, alors là, c'est pas dans cette étude-là en question, mais par exemple au niveau de tout ce qui est causé par des maladies mentales, type la dépression, etc., ça peut être hyper intéressant de faire
une activité physique parce que, eh ben, mine de rien, ça, on va le vulgariser comme ça entretient la machine, ça fait en sorte que nos neurotransmetteurs, nos hormones, tout ça soit à peu près régulé. Et en règle générale, bah ça nous aide à mieux penser. Voilà. OK ? Et enfin, de façon globale, le sport, c'est cool pour la santé. J'aime bien cette méta, enfin, c'est une systematic review de systematic reviews, donc on est pas mal. Il y en a, je pense qu'on appellerait ça une umbrella review, n'est-ce pas Mathias ? Et du coup, eh bien, de façon globale, on a quand même la conclusion que sur plein de marqueurs de santé, faire du sport, c'est cool. Alors je sais, là, je viens de vous faire une espèce de matraquage idéologique. On pourrait penser que je prêche pour ma paroisse, mais c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt dans l'idée parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, et en tout cas qu'on ne le prend pas assez au sérieux dans le monde du scepticisme. Vraiment, faites du sport. Enfin, si vous voulez être evidence-based au niveau de votre santé, si vous pensez que faut pas se soigner avec des médicaments type homéopathie, si vous pensez qu'on doit faire attention à ce qu'on mange pour être en meilleure santé, pour que la planète se porte mieux, etc. Si vous essayez, en fait, finalement, le scepticisme, c'est un peu chercher l'optimal à plein de niveaux, intégrer du sport dans votre vie, hein. Vraiment, faites-le. Et du coup, je te laisse mettre la petite musique. Pour les connaisseurs, effectivement, on dirait que je viens d'imiter Alex Levent. En fait, ça va pas. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait prévu. Il y a tout à fait une utilité à ce que je viens de faire. C'est pas juste pour la rigolade, etc. Je vais vous l'expliquer après. Donc du coup, la deuxième partie de mon histoire, c'est que, pour ceux qui le savent peut-être pas, moi je suis quelqu'un qui s'est mis au kendo à mes 13 ans, en fait, là où je détestais vraiment le sport. Et en fait, j'ai été forcé, on va dire, à continuer, parce qu'il y avait ma meilleure amie de l'époque, enfin, c'est toujours ma meilleure amie, mais à l'époque, elle avait commencé le kendo, et elle faisait de l'athlétisme à côté. Et en un an, alors que moi, ça faisait 2 ans que j'en faisais, elle commençait à me mettre la pâtée. Et là, c'était pas possible pour mon ego de petit mâle. Et je m'étais dit, non, il faut absolument, mais c'est vraiment impératif, que je devienne meilleur qu'elle. Et en fait, je me suis accroché. J'ai fait du kendo, j'ai fait du sport, au-delà de ça, de la musculation, pour, être capable d'être meilleur dans mon art martial. Et du coup, maintenant, eh bien, à la fois le côté, je lis beaucoup de bouquins, j'aime bien dessiner, etc., et le côté, je fais du sport, fait partie de ma vie. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ça aussi, ça me caractérise.
je vais te laisser faire l'autre diapositive. Et du coup, je suis sûr qu'après cette petite démonstration, voilà, que j'ai faite de sport, etc., avec le fait d'être habillé de cette façon-là, le fait d'avoir un shaker, d'accord, dans lequel j'ai mis de l'eau, donc je peux boire. Ah, c'est bon, les protéines. Non, dans l'idée, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour vous dire que je suis sûr que même si vous ne voulez pas, je suis plus crédible pour parler de sport maintenant que je l'étais quand j'étais habillé en blouse de scientifique, entre guillemets. Évidemment que vous connaissez l'effet blouse blanche, évidemment que vous l'avez tous vu arriver quand je me suis habillé en blouse blanche et que j'ai parlé d'études scientifiques. Bah forcément, ça m'a peut-être donné une crédibilité pour certains ou pas pour d'autres parce qu'ils se sont dit c'est quoi ce charlot qui essaye, en plus il sait même pas ce que c'est, il sait même pas ce que c'est MET en anglais, enfin, franchement c'est compliqué, enfin, voilà. Mais peut-être en tout cas que ça a eu un effet moindre sur vous parce que vous vous êtes dit bon franchement je le connais l'effet blouse blanche. Maintenant que je sois habillé en coach sportif avec des muscles, un minimum quand même, et que j'ai été capable de faire une mini démonstration à la Alex Levent pour les connaisseurs, eh bien, je suis sûr que ça vous a fait vous dire, même inconsciemment, je peux suivre des conseils de la part de ce bonhomme-là. Et du coup, je vous demande un petit exercice. Attends, c'est ça. Je vous demande un petit exercice. À votre avis, si vous voyez ces deux personnes-là dans une salle de sport, à qui il faut aller demander des conseils? Évidemment, les initiés ne répondaient pas, mais dans l'idée, moi, je vais vous le dire, la majorité des personnes que je vois vont répondre ce bonhomme-là, qui a quand même l'air d'être un peu sacrément musclé, plutôt que celui-là, qui a l'air un petit peu d'être le tonton Jackie qui fait griller des merguez sur la plage. D'où la magnifique image. Donc, je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire absolument attention. Parce que maintenant, je vais vous expliquer qui sont ces deux personnes-là, et après, vous me direz si votre avis a changé, s'il était celui que j'avais prédit au départ. Donc, je te laisse... Donc, lui, c'est Greg Nuckols, d'accord? Greg Nuckols, c'est probablement la personne que je connaisse sur Terre qui est la plus précise scientifiquement dans ses analyses sur les sciences du sport, sur les conseils qu'il va donner. C'est un type, en fait, en gros, il avait même pas, je crois, son master à l'époque, qui faisait des espèces de méta-analyses à la main, où en mode, il rassemblait toute la littérature scientifique sur un sujet, il le publiait sur son site internet, qui s'appelle Stronger by Science, et que je vous recommande grandement. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait aussi à côté, en termes d'achievement sportif? Il a eu le plus lourd squat du monde, d'accord? Donc c'était la personne qui, en étant naturel et en n'ayant aucun équipement, était capable de squatter la charge la plus lourde. Pourtant, on dirait pas, il paye pas de mine comme ça. Enfin, voilà. Et en plus de ça, il a lancé avec plusieurs de ses collègues scientifiques du sport ce qu'on appelle MASS, donc Monthly Applications in Strength Sport, d'accord? Donc, qui pour moi en fait est une des références peut-être ultime au niveau de l'analyse et de la lecture critique d'articles scientifiques sur les sciences du sport. D'accord, c'est pas pour rien que j'ai pris un abonnement à vie. C'est vraiment trop bien. Enfin, si jamais, comme ça, au moins, ça vous donne une référence en plus. C'est tout en anglais, en revanche. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est compliqué. Et du coup, quand on tape son nom dans PubMed, malgré le fait qu'il ne soit pas encore docteur, il a quand même un tas de publications scientifiques sur lesquelles il a participé. Bref, c'est pas un rigolo, d'accord? Mais de prime abord, comme ça, tu le vois dans ta salle de sport, bon, tu te dis, c'est peut-être pas à lui que je vais aller demander des conseils. Et du coup, lui en revanche, lui c'est Jean Ronche le musclé. D'aucuns diraient ma némésis. Plus sérieusement, même si on a des altercations sur les réseaux sociaux, c'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est qu'il a l'air très costaud, d'accord? Il a l'air dans le stéréotype du musclé, de la personne à qui on irait demander des conseils plus facilement, qu'on croirait plus facilement en fait avec l'argument d'autorité qu'est son corps. Et pourtant, si je vous dis que ça a été l'un des premiers sur sa chaîne YouTube qui parle de sport, donc en théorie, voilà, c'était un des premiers à défendre Raoult sur la Covid,
et où il a copieusement aspergé Monsieur Sam d'insultes plutôt, pas d'incultes, d'insultes. Bref, ben, je suppose que là, peut-être que votre avis a changé et peut-être que vous vous dites, c'est peut-être pas à lui qu'il faut aller demander des conseils. Mais ça, on peut pas le voir de prime abord en fait. Et je vais même aller encore un petit peu plus loin. Je te laisse. En fait, je suis sûr que vous avez tous votre liste d'arguments, d'accord, la liste des arguments fallacieux. Donc on a les biais des survivants, les arguments ad machin, les paradoxes, tout ça. Je suis allé voir sur Wikipédia, j'ai fait un copier-coller. Ne croyez pas que je les ai répertoriés à la main, comme ça, pour les connaître tous par cœur. Non, non. Mais quand on est sceptique, on a souvent cette petite liste-là, cette petite checklist. Pour autant, et là j'ai mis un petit mème que j'ai fait, bon, qui n'est pas le plus adapté, mais qui quand même est pas trop mal dans le thème, c'est on voit beaucoup plus facilement finalement la paille dans les yeux des autres que la poutre dans la sienne. C'est-à-dire que j'ai vu nombre de sceptiques, voilà, des gens qui s'y connaissent, etc., tomber dans des panneaux, mais hyper simples en termes de santé. C'est-à-dire, mais surtout au niveau du sport en fait. Et là, en l'occurrence, c'est l'illustration d'un petit bonhomme qui voit tous les animaux tomber dans des pièges en se disant « Oh là là, c'est facile, on s'en rend compte, enfin, franchement, un piège à loup, c'est hyper visible, etc. » Et qui, en fait, pour un booster de testostérone, achète et tombe dans le panneau. Parce que je vous le dis, les boosters de testostérone, ça ne marche pas. Hein. Voilà. À moins que ce soit de la testostérone, et c'est illégal. Voilà, je vous le dis comme ça, au cas où, c'est du dopage. Donc, c'est normal. Pourquoi ? Parce que c'est très dur sans s'y connaître. D'accord ? Donc aujourd'hui, je serai votre chien guide. Voilà, je vais essayer d'employer cette métaphore au mieux. Et dans l'idée, pour moi, c'est très important de mettre ça en exergue. C'est-à-dire que c'est même pas forcément dans le milieu finalement que du sport. C'est que quand on s'y connaît pas sur un sujet, on a beau connaître tous les arguments fallacieux, en définitive, ça devient très dur de discerner ça. Est-ce que véritablement on est dans un argument fallacieux ou juste dans un argument qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qui peut se justifier ? Par exemple, en sport, on parle beaucoup d'expérience de terrain. Et il y a des gens qui disent « oui, mais ça ne vaut pas une étude scientifique ». Oui, c'est vrai, ça ne vaut pas une étude scientifique, l'expérience de terrain. Mais quand on n'a rien d'autre, des fois c'est bien. Des fois c'est mieux que rien. Et là, dans ce genre de cas-là, comment discerner une, entre guillemets, bonne expérience de terrain d'une mauvaise ? Il faut avoir une certaine quand même expertise de la littérature à côté. Il faut quand même savoir des choses. Donc en fait, vraiment l'important, c'est de s'y connaître là-dedans. Et moi, alors je vais te laisser dérouler la deuxième, l'autre diapo. Moi, vraiment, mon objectif, ça va être aujourd'hui de vous donner des clés pour savoir qui suivre. D'accord ? Qui suivre et comment reconnaître 2 ou 3 trucs. Donc là, j'ai besoin de 2 volontaires dans l'assistance, voilà. Mais des gens de préférence qui ne connaissent pas trop le sujet sur lequel le sujet du jour, d'accord ? Donc un qui vraiment n'y connaisse rien. Est-ce que vous êtes venu là par hasard et vous connaissez pas trop les sciences du sport ? N'hésitez pas à lever la main. Viens par ici. Et quelqu'un qui va jouer le jeu de faire ce que je lui demande, même si parce que en fait, les gens qui connaissent les sciences du sport ici, c'est des gens qui sont déjà au courant de ce que je vais expliquer. Donc, je vais demander à Mathias de venir. Voilà, Mathias, viens par ici. Et tu vas jouer le jeu de ce que je vais te demander. Donc, non, mais je sais qu'au moins, je l'ai déjà vu faire des trucs avec son corps. C'est pour ça. Donc, je vais vous demander à chacun, d'accord, de ramasser cet objet au sol, ok ? Et je vais te demander, toi, de le faire tout à fait naturellement, d'accord ? Tu le fais tout à fait naturellement, ramasse-le, voilà. Hop, très bien. Maintenant, toi, je vais te demander de le faire comme on l'a appris en salle de sport habituellement. Voilà. Mathias a bien exagéré le mouvement. Est-ce que vous pouvez rester là juste ? Quelle était la différence entre les deux ? N'hésitez pas à donner vos suggestions, etc. Quelle était la façon la plus correcte de le faire et quelle était, selon vous, la différence qu'il y avait ? Il y en a certains qui... Bon, si jamais vous ne voulez pas vous dévouer... Ouais, vas-y. Attends, viens.
Moi, j'ai plutôt courbé le haut du corps, Ouais. et Mathias a fait une flexion. Avec ses jambes. Exactement. Et alors, dans la majorité des cas, on va vous avoir dit, mais en fait, il faut surtout pas courber le haut du dos. Parce que ça peut être hyper dangereux. D'ailleurs, la médecine du travail le dit aussi. Il ne faut pas courber le dos, en fait. Il faut plier les jambes. C'est comme ça qu'on protège son dos. Vous avez déjà entendu ce discours-là? Je pense que dans l'essentiel des cas, vous l'avez entendu, pas vrai? Et ça, c'est quelque chose qui semble être communément admis. C'est vraiment un truc, vous n'allez pas le remettre en question quand votre coach sportif va arriver et va vous dire « Non, non, maintenant, écoute-moi bien, la bonne forme, c'est ça, il faut vraiment faire comme ça. » Je vais te demander de mettre la suite et vous pouvez aller vous rasseoir si jamais vous le voulez. Donc, on applaudit bien fort, Mathias. En fait, alors là, c'est une de mes miniatures de vidéo. Bon, j'avoue qu'elle est un peu hardcore, mais quand même, le bonhomme avait été particulièrement désagréable, donc je me le suis permis. et du coup, ça, comme vous le voyez, c'est un schéma classique qu'on vous donne, et on vous dit surtout de ne pas arrondir le haut du dos. D'accord? D'où ça vient? Enfin, d'où ça vient? Ça vient en fait de, comment dire, j'ai perdu le terme de biomécanique déjà, mais de conjecture, voilà, de conjecture biomécanique. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, quand on regarde le bras de levier au niveau de notre corps, d'accord, on se dit, quand on va ramasser quelque chose au niveau des vertèbres, en particulier lombaires, si jamais notre haut du dos est courbé, si on se sert de notre haut du dos, eh bien, on aura beaucoup plus de force sur nos lombaires, nos muscles lombaires qui vont s'exercer. Nos muscles lombaires, d'ailleurs, nos disques vont être mis dans des situations où en fait, va y avoir des forces de cisaillement, etc. Ça va pas être top, d'accord? Enfin, force de cisaillement, force de compression surtout vers. Bref, on s'en fiche parce que de toute façon, c'est pas correct. Et donc, dans l'idée, celui qui a beaucoup contribué à ça et qu'on considère comme étant l'expert mondial à l'heure actuelle, c'est Stuart McGill. D'accord, Stuart McGill qui a fait en fait nombre de livres là-dessus, qui fait des formations là-dessus et qui n'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo vraiment. C'est un professeur, il fait des études scientifiques, voilà. Et pour autant, moi je l'ai démonté dans cette vidéo-là, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais je vais poursuivre. Pour autant, c'est pas forcément vrai. Je te laisserai aller à la diapo d'après. Là, on a un super résumé de la littérature à ce sujet-là. D'accord? Donc si jamais ça vous intéresse d'aller lire l'article en entier, moi je le trouve très bien. En plus, il est court, donc c'est quand même une lecture relativement facile. Et en fait, ils expliquent tout un tas de trucs. Alors je vais me mettre peut-être un peu plus loin pour pouvoir lire ce qu'il y a. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que la technique, alors on appelle ça, il y a deux, la façon de nommer cette technique-là, c'est squatter finalement. Donc squatter, c'est vraiment plier les jambes, d'accord? On plie les jambes pour aller chercher la chose au sol. Et en fait, l'autre, la façon d'aller plier le dos, c'est le stoop, d'accord? Stoop, squat, et entre les deux, eh bien, il y a le semi-squat, d'accord? Stoop, squat, semi-squat. Et en fait, on retrouve que le squat, c'est pas nécessairement efficace métaboliquement, ni ça met moins de charge sur les lombaires. C'est-à-dire que, en fait, à l'heure actuelle, on ne sait pas bien s'il y a plus de charge ou pas qui est vraiment sur les lombaires. Sur les muscles qui entourent les lombaires, ça, pas de souci. Mais sur les lombaires en elles-mêmes, c'est compliqué parce qu'en fait, nos muscles sont là pour compenser justement tout ce qu'on va pouvoir soulever. En plus de ça, on a des structures passives, donc notamment des ligaments, des choses comme ça, qui vont être dans notre dos, qui vont pouvoir contribuer au mouvement. Ce qui fait que métaboliquement, on n'est pas obligé d'utiliser nos muscles, on peut utiliser ces structures passives-là pour soulever, et donc possiblement se faire moins peut-être d'usure au dos, ou en tout cas être capable de soulever plus longtemps avec cette technique-là de stoop, parce que on utilise des trucs qui se fatiguent moins, entre guillemets. Le revers de la médaille, c'est que peut-être qu'il faut quand même faire un petit peu gaffe à son volume, etc., parce qu'on est un petit peu moins sensible de ces zones-là, et donc potentiellement l'optimal, je ne vais pas vous le faire dans les détails, mais ce serait plutôt d'alterner les techniques, d'accord? De ne pas faire toujours la même, etc. C'est peut-être ça vraiment qui est important. Mais ce qui est marrant de voir, c'est que instinctivement, si on ne donne aucune consigne à personne,
comme je ne t'ai donné aucune consigne, eh ben, on a tendance à soulever dos rond. On a tendance à adopter cette technique qui est plus optimale. Et ça, on essaye de lutter contre avec ces nouvelles recommandations. C'est bien, moi je ne dis pas que la nature fait tout bien, mais encore faudrait-il qu'on les vérifie. Il faudrait vraiment qu'on sache si ça fonctionne. Il faudrait que ce ne soit pas des conjectures biomécaniques. Et comme je l'expliquais, en fait, ce qui va vraiment déterminer, parce que l'important c'est d'éviter les maux de dos. Pourquoi est-ce qu'on a fait toutes ces choses-là sur la médecine du travail? C'est pour éviter les maux de dos, d'accord? Et en fait, ce qui semble vraiment important pour éviter les maux de dos, c'est le volume accumulé. C'est-à-dire qu'en fait, si tu soulèves des tonnes et des tonnes de trucs, par exemple, si tu es dans un aéroport toute la journée, tu soulèves tes valises des valises de personnes et tout, il y a de grandes chances pour que peu importe la technique que tu emploies, tu finisses quand même par avoir des maux de dos. C'est normal parce qu'en fait, le volume est tel sur des jours où peut-être tu n'as pas le temps de te reposer, qui fait que on a des structures biologiques qui ne peuvent pas aller au-delà de leur capacité de récupération. Et c'est surtout ça. Ok? Diapo suivante. Donc, il y a quelque chose... Oui. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi on s'est séduit par cette idée de Stuart McGill? Ouais. Alors qu'avant, c'est pas comme ça, on s'en est dépassé et il a proposé. Oui, alors... Alors en fait, c'est quelque chose qui vient pas uniquement de lui déjà, mais en tout cas, on a certaines de ces études qui ont été employées après, généralisées, et notamment des études sur des cadavres de porcs, des colonnes de porcs. Sachant que en fait, il y a deux problèmes avec ça. Déjà, évidemment, le porc, c'est pas l'humain. Même si on est très proche de ça, hein, on a un comportement très proche, ça n'est pas l'humain. Faut savoir que, par exemple, le porc, il passe sa vie plutôt à l'horizontale que nous à la verticale, ce genre de choses-là. C'est un animal en plus qui est un peu plus raide, mais surtout, et c'est peut-être ça le plus important, ces expériences, elles étaient faites sur des cadavres, encore une fois, je le rappelle. Or, nous ne sommes pas des cadavres, enfin, en tout cas je ne le suis pas, je ne sais pas pour vous, mais dans l'idée, vraiment, le but, quand on étudie le vivant, c'est d'essayer d'être le plus proche des conditions du vivant, parce que forcément, c'est n'importe quoi, n'importe quel objet inerte, il a un point de rupture, d'accord ? Et bien sûr que si jamais tu l'amènes à son point de rupture avec une technique particulière, même en fait avec n'importe quelle technique tu peux l'amener à son point de rupture, mais bien sûr que tu vas pouvoir trouver des techniques particulières pour l'amener à son point de rupture plus vite. Ça ne veut pas dire pour autant que dans des conditions vivantes, tu aurais pu l'amener à ce point de rupture-là. C'est un peu comme dire, je sais pas, par exemple le glyphosate est toxique. Oui, le glyphosate, effectivement, tu t'en fais des grandes lampées, c'est peut-être pas top pour ta santé, mais la dose est tellement minime dans ce qu'on va retrouver dans nos produits au niveau de l'alimentation que est-ce qu'on doit vraiment s'en soucier? Et ça, c'est un petit peu la même vision, en tout cas moi, de ce que je vois, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit vraiment s'en soucier qu'à partir de 6000 flexions de la colonne sur un cadavre, ça va être amené à son point de rupture? Est-ce que tu vas pouvoir faire 6000 flexions dans ta journée sans avoir eu le temps de récupérer? Je pense pas. Voilà. Donc oui, on a effectivement ça. Et donc, voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel je voulais insister. Le squat, c'est pas à jeter, mais parce que on retrouve en fait, notamment chez les personnes qui ont déjà mal au dos, elles préfèrent largement soulever de cette façon-là en squat plutôt que soulever en stoop. C'est-à-dire que quand tu as déjà mal au dos, ouais, c'est peut-être intéressant. Mais j'utilise souvent cet exemple-là de dire, est-ce qu'on va donner une chimiothérapie à quelqu'un qui n'a pas de cancer? Est-ce que ça a un intérêt? Non, ça va lui faire baisser sa santé de façon globale. C'est pareil, le squat, ce n'est pas nécessairement à privilégier tout le temps, parce que ça n'a pas de sens de donner un médicament à une personne qui n'est pas malade. Oui. Ouais. Pas nécessairement. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, c'est vrai, mais notamment, et là, j'ai pas mis les exemples, mais c'est très intéressant que tu le dises, on a des champions, par exemple Lamar Gant, qui a été la personne à soulever le plus de poids par rapport à son poids du corps. Donc c'est 5 fois son poids du corps. Il a soulevé quelque chose comme 250 kg à 50 kg de poids de corps, ouais, un truc comme ça.
Bref, voilà. Et du coup, il soulevait tout le temps, durant toute sa carrière, c'est pas genre une fois ou quoi que ce soit, en dos rond. Et en fait, on a plein de gens qui, si la surcharge est appliquée progressivement, montrent que le Jefferson Curl, donc la Jefferson Curl, c'est une technique en fait où on va vraiment arrondir complètement le dos et aller chercher avec les jambes tendues le dos le plus rond possible. Donc du coup, que le Jefferson Curl, c'est totalement bien acceptable d'un point de vue surcharge progressive, d'un point de vue blessure, voire même ça protège des blessures. Parce qu'en fait, si jamais tu ne te retrouves jamais, et c'est ça qui est intéressant, du coup merci d'avoir posé cette question-là parce que c'est parfait, c'est dans le thème. Si jamais tu te retrouves à ne jamais faire ce mouvement dos rond et avec des charges relativement importantes, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on soulève dos rond, on a quand on soulève même dos droit plutôt, on a une tendance à faire une flexion de la colonne lombaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soulever très lourd sans avoir un degré de flexion dans la colonne lombaire qui va, en règle générale, de 70 à 100%. C'est-à-dire que même si tu veux soulever dos droit, tu ne peux pas soulever dos droit. Ton corps va être obligé d'arrondir le bas du dos. Mais si jamais tu ne t'entraînes jamais à faire dos rond, tes tissus, ils ne sont pas en fait préparés à ça. Et du coup, tu vas te retrouver peut-être, en tout cas, c'est la chose, qu'on peut supposer la plus cohérente vis-à-vis de notre compréhension des blessures sportives, tu vas te retrouver à être plus à risque de te blesser. Donc, attends, il n'y a pas de souci. Donc, dans l'idée, il faut faire il faut surtout pas éviter le dos rond. Moi, c'est ça que je vais dire, parce qu'en fait, on se retrouve aussi dans un cycle au niveau de la kinésiophobie. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe de la kinésiophobie, c'est quelque chose de très intéressant, de très fascinant. C'est-à-dire qu'à force d'éviter le mouvement en fait en question, donc par exemple soulever dos rond, eh bien, on va se retrouver, dès le moment où on va prendre cette posture-là par mégarde, à être plus fragilisé. Donc, du coup, à se dire, c'est le dos rond en fait qui m'a fait me blesser. Donc, à rééviter le dos rond tout le temps. Et en fait, on se retrouve à terme à avoir un pattern qu'on évite et tout le temps mal au dos. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, la plupart des kinés evidence-based commencent à intégrer dans leur approche du mal de dos, c'est de faire des Jefferson Curl, c'est de ne pas diaboliser cette posture-là, et en règle générale, on a des améliorations. C'est-à-dire que c'est assez concret, assez palpable. Voilà. Et donc, passons à la suite. Donc, là, j'aimerais vous parler de comment des deux, on va dire, grandes catégories de broscience. Je ne sais pas comment le qualifier autrement. La broscience, c'est un petit peu notre façon d'avoir des arguments fallacieux dans le monde de la musculation. Voilà, c'est un peu les deux catégories d'arguments fallacieux. Donc on a de ce côté-là ce que j'appellerais le rationalisme, d'accord ? Et de ce côté-là, ce que j'appellerais l'expérience avant la science. Voilà. Donc, le premier, l'expérience avant la science. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils vont avoir tendance à dire « Non, mais moi, je ne me fie pas à la science, je me fie à mon expérience personnelle, ça a bien marché sur moi, donc ça va bien marcher sur toi. » Et ils ont des résultats avec des gens. Donc, de plus en plus de gens commencent à les croire. Et en fait, ça fonctionne bien, leur business de coaching. Et on pourrait se dire, mais en fait, l'expérience, ça marche. Pourquoi ? Pourtant, ça semble anti-scientifique. C'est souvent des gens qui s'opposent à la science. Hein. Basiquement, tu leur dis, oui, mais ça, en fait, c'est pas très prouvé. C'est peut-être pas un bon conseil que tu devrais donner. Ils disent, je m'en fous. J'ai l'expérience de mon côté. En fait, il y a plusieurs méthodes qui se mettent en place pour expliquer ça. D'abord, on appelle ça le biais du survivant, la plupart du temps. Mais dans la communauté de la musculation et dans la communauté du sport de façon générale, on parle plutôt de méthode chinoise. Et c'est intéressant parce que ça fait écho en fait à la méthode de préparation des Chinois pour tout un tas de sports, dont notamment l'haltérophilie, etc. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux en fait dans leur méthode de sélection que, en définitive,
ben, il n'y a pas besoin que la méthode soit bonne pour les sélectionner à haut niveau. C'est pas très important, c'est pas important qu'ils aient les meilleurs entraînements, parce qu'il y a tellement de gens qu'en fait, seuls les meilleurs vont s'en sortir. Et en fait, ces gens-là, avec leur physique ultra impressionnant, ben, ils attirent des tonnes de personnes. Et après, derrière, ils sortent 2-3 transformations avant-après. Bon, bah, on n'a pas vu toutes celles qui ont échoué. On a juste vu celles qui ont fonctionné. Mais après, ils peuvent vendre leur méthode en disant, mais regardez, ça a fonctionné même. Par exemple, moi, je pense beaucoup à Insanity. Insanity, ça a été un truc mondial à une époque. Tout le monde faisait Insanity. Il y avait énormément d'avant-après. Oui, mais sur la masse de personnes qui ont essayé Insanity, heureusement qu'il y avait beaucoup d'avant-après. Parce que ça veut dire que sinon, la méthode était vraiment archi nulle, quoi. Parce que même avec 5% de réussite, on pouvait largement justifier les avant-après d'Insanity. Cette méthode-là, je n'aime pas trop non plus d'ailleurs. Mais bon, ça, on ne va pas en parler. Aussi, quelque chose à ne jamais négliger, n'importe quoi, et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, va fonctionner pour vous faire prendre du muscle au départ. D'accord ? On appelle ça les newbie gains, les gains du débutant. Vous faites, mais vraiment, mais le truc le plus pas optimal possible, péter, mais alors péter, ça va fonctionner au moins un minimum. Ça va être à quelle vitesse on va réussir à faire ces gains et surtout jusqu'à quand on va réussir à progresser, qui va vraiment être important. Mais au départ, l'important c'est de faire du sport. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est vraiment, moi je vous dis, si vous devez retirer qu'une seule chose de cette intervention-là, allez faire du sport. De toute façon, vous allez voir des bénéfices, peu importe ce que vous faites. Du sport qui vous plaît. Et enfin, eh bien, on a évidemment l'effet placebo, enfin les effets contextuels, pas nécessairement l'effet placebo. J'ai mis ça pour illustrer plus facilement parce que c'est le groupe placebo. C'est au cas où, si jamais, c'était ma vanne nulle, enfin une de mes vannes nulles. Donc, dans l'idée, oui, on va avoir cet effet-là où, ben, forcément, si quelqu'un de très musclé te dit « crois-moi, fais ça », ben, ça crée un contexte, ça crée une croyance, et donc ça crée des résultats un minimum. Peut-être même des résultats créés par l'adhérence, parce qu'on se dit « oh, bon, bah, il me dit de faire ça, c'est qu'il faut faire ça, et tu ne te poses pas de questions ». Donc ces gens-là, en fait, ont ce succès par rapport à ça, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent, c'est bien. Deuxièmement, là, ça, c'est quelque chose, voilà, j'ai remis une vidéo de Jean Hanche, oh là là, je suis terrible. Et du coup, dans l'idée, ça, c'est le deuxième truc de la broscience et la chose à laquelle il faut faire le plus attention. Vraiment, faites très attention à ça. C'est le rationalisme, c'est le mécanisme avant l'empirisme. Et pour moi, c'est vraiment le pire de ce qu'on peut faire parce qu'on peut justifier n'importe quoi par ça. Je m'explique. Lui, dans sa vidéo, par exemple, il a expliqué très rationnellement que c'est tout à fait possible de perdre du gras localement. Et on a une seule étude empirique là-dessus. D'accord, qui explique un protocole ridiculement, comment dire, c'est efficace, mais c'est ridicule, vraiment ridicule, voilà. Et en fait, cette étude avec ce protocole-là, eh ben, malgré le fait que ça fonctionne de cette façon-là, il dit dans sa vidéo, mais non, mais ça a été mal fait, donc on ne peut pas la prendre en compte. Donc en fait, il n'y a rien. Et là-dessus, il dit, moi, il y a tel mécanisme, telle chose qui fait qu'on peut arriver à de la perte de graisse locale. Et par exemple, une des choses qu'il utilise pour justifier ça, c'est qu'il dit, bah, on voit bien des cyclistes, Robert, le cycliste du dimanche, qui a des cuisses ultra sèches et découpées et un gros bide à bière. Ça veut bien dire que la perte de graisse locale est possible. Sauf que, ben voilà, si jamais vous n'êtes pas au courant, la masse adipeuse chez les hommes, en règle générale, elle se stocke là. Elle ne se stocke pas dans les jambes. C'est chez les femmes que ça stocke dans les jambes. Donc en fait, il a utilisé un exemple qui n'est pas valable pour justifier toute son hypothèse derrière. D'accord ? Et le truc, c'est que si on utilise ça, qu'on utilise des mécanismes en disant, bah voilà, par exemple, j'en sais rien, ça doit être le fait de faire du bodybuilding qui donne des cancers de la peau, puisqu'on trouve plus de cancers de la peau chez les bodybuilders, sans prendre en compte le facteur confondant qui est que peut-être les bodybuilders sont un petit peu plus exposés au soleil que la majorité des gens. Bah, on peut dire tout et son contraire. Et donc, pour moi, ça, c'est le deuxième effet de la broscience. Il y a d'autres mécanismes impliqués là-dedans, notamment les études sur les animaux. Il faut savoir que les études sur les animaux, il faut vraiment prendre des pincettes avec, parce que le biais de publication peut être monstrueux. Pour vous donner un ordre d'idée, sur des travaux sur le cancer, donc on n'est pas sur juste des choses du bodybuilding, voilà, qui intéressent un petit peu...
on va dire de façon récréative les gens. Non, sur le cancer, on essaie d'être sérieux. On se retrouve avec 40% seulement. Alors, j'avais vu même un autre chiffre. Attends, il faut que je prenne du recul. Tac, positif, 40% des réplications seulement qui ont montré des effets positifs autant que les études étaient positives au départ. Donc, je ne sais pas, seulement 40% de réplicabilité en fait. Bon, après, pour tout ce qui est les effets nuls, on avait quand même plus 80%. Donc, de façon générale, on peut plus se fier de ce que j'en retiens sur ce genre de données aux trouvailles nulles qu'aux trouvailles positives. Mais on avait même un autre chiffre dans cette étude-là qui était que jusqu'à 92% des études qui avaient un effet positif, même si l'effet positif était là, d'accord, il était plus faible que l'effet qu'on avait dans l'étude de base. Donc en fait, les études sur les animaux, il faut vraiment s'en méfier. Et on en voit beaucoup dans la communauté du fitness qui se reposent sur des études faites sur des rats, sur des souris. C'est un peu problématique. Enfin, on a ce qu'on appelle le cherry picking. Et ça, je suppose que vous savez ce que c'est, le cherry picking. C'est sélectionner les preuves qui vont dans notre sens en ignorant tout le reste de la littérature. Et ça, c'est extrêmement commun aussi. C'est-à-dire, en fait, un des arguments principaux de ceux qui sont anti-sciences, donc les mecs d'avant, c'est de dire « mais en fait, on peut avoir n'importe quelle étude qui dit tout et son contraire, donc il ne faut pas croire à les études scientifiques. » Non, il faut croire plutôt le consensus. Mais ça les arrange bien de dire ça, parce que du coup, ils peuvent balancer leur expérience. Cependant, ils n'ont pas tort, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres coachs qui se permettent ce cherry-picking-là. Donc on se retrouve à donner raison à des mecs qui disent que la science, c'est pas bien. Enfin, voilà, bref. Ouais, 5 minutes, pas de souci. Du coup, juste pour vous dire, toutes ces espèces d'hypothèses, ça fait reculer la connaissance. Ça fait reculer la connaissance, puisque dans les années 80, 60, 80, etc., plier le dos pour le muscler, c'était pas un problème. Ça n'était pas un problème. Mais comme on a eu des spéculations mécanistiques, des choses comme ça, qu'on n'a pas testé les choses empiriquement, on se retrouve aujourd'hui à dire « non, il ne faut surtout pas plier le dos ». Ça, c'est un bouquin que j'ai retrouvé, qui a été publié en 80. Il y a un seul exercice où le dos reste relativement droit. Tous les autres, le dos est plié. Il n'y a aucun problème. Comme quoi. Hop. Donc, je vais le faire rapidement, parce qu'il reste 5 minutes. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître une bonne information? Donc, est-ce que la lumière rouge permet de mieux récupérer? Ou est-ce qu'on peut augmenter nos performances grâce à des ondes électromagnétiques? Ou alors, est-ce qu'on hyperventiler volontairement, ça permet d'avoir de meilleures performances en musculation? Donc, quelle est la mauvaise information parmi celles-là? Ou plutôt, quelle est la bonne? Alors, pour vous, il y en a une. Ou est-ce qu'elles sont toutes fausses? Difficile, hein? Allez, on passe à la suite. En fait, elles sont toutes vraies. C'est-à-dire que ça peut sembler fou, mais de la lumière rouge, ça aide effectivement à mieux récupérer. On le voit. Je sais, toi tu vas dire que non, mais dans l'idée, même si ce n'est pas nécessairement vrai, à 100% sur les études empiriques, etc., je ne vais pas me prendre la tête avec Mathias aujourd'hui, on pourra en parler pendant des heures, on se connaît. Même si c'est pas... L'important, c'est que ce n'est pas parce qu'une information nous semble incongrue, parce que ça, c'est vraiment un truc genre, on pourrait se dire, mais c'est la chromothérapie, enfin les choses un petit peu, les thérapies alternatives, etc. En fait, on a de vraies choses qui nous indiquent qu'il semblerait qu'il y ait des choses à creuser là-dedans, quoi. Et c'est pas une théorie complètement farfelue. Allez, à la suite. Ouais. Non, tu peux aussi... Non, tu peux. Il y a vraiment des résultats, pour le coup, c'est pour ça qu'on ne va pas être d'accord avec Mathias, mais il y a vraiment des résultats. Pour toi, c'est pas bon, je sais. Mais là, non, mais il n'y a pas de souci. Je poursuivrai après en discussion, il n'y a pas de souci. Même si vous voulez aller dans les commentaires YouTube, on en débattra. Il y a vraiment des résultats sur la récupération. Après, je pense que c'est surtout au niveau du placebo et du contrôle que Mathias a des soucis. Mais j'avoue que Greg Nuckols, c'est plutôt de mon avis. Donc, et du coup, dans l'idée, ce genre de choses-là, en fait, si ça peut traverser la peau, on peut avoir des effets. Maintenant, ils ne sont pas énormes.
Voilà, il ne faut pas investir dans une machine à laser, mais si, ça peut vraiment fonctionner au niveau des muscles. Évidemment, il faut être proche en revanche, et là on est d'accord, de la peau, voire même au contact de cette dernière. On va passer à la suite, parce que sinon j'aurais pas le temps de développer. Au niveau des ondes électromagnétiques, alors là, je parle d'ondes électromagnétiques, en réalité c'est plutôt de la stimulation électrique, mais électrique, on reste quand même dans les ondes électromagnétiques, transcraniales, d'accord. Ça peut effectivement améliorer les performances. Je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps, mais ça peut effectivement améliorer les performances. On va passer à la dernière. Donc du coup, l'hyperventilation, pareil, c'est une étude, d'accord. Je ne veux pas dire que... on a des mécanismes, on a une étude empirique, on n'en a pas des millions, c'est rare d'en avoir des millions dans les sciences du sport, mais ça peut fonctionner pour améliorer nos performances par des mécanismes d'alcalose, etc., vis-à-vis de l'acidité, tout ça, enfin en tout cas c'est l'hypothèse qu'on en a, mais ça peut fonctionner. Et tout ça, ça a l'air farfelu, d'accord. Ça a vraiment l'air farfelu, et pourtant ça fonctionne. Vas-y, passe à la suite. Donc du coup, comment reconnaître un bon coach vulgarisateur sportif, d'accord. Et pour moi, ça va être l'important, parce que vous n'êtes pas capable de prime abord de reconnaître les informations que je vous ai données là comme étant bonnes ou mauvaises. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a des gens dont c'est le métier et qui sont là aussi pour vous aider. Et donc, vas-y, à la suite. Pour moi, pourquoi peu de moyens ? Bref, je crois que c'est ma copine qui a recopié le truc, qui a fait le PDF. Je pense qu'elle s'est un peu plantée. Enfin bon, bref, pour moi, beaucoup de remises en question dans les sciences du sport. Pour moi, un coach, ça doit savoir s'actualiser. Et ça, c'est une image de James Krieger, qui est pour moi quelqu'un à suivre, parce que il a vraiment actualisé notamment sa vision sur le volume nécessaire pour faire de l'hypertrophie. Et en fait, il l'a de plus en plus nuancé. Et c'est pas très grave de se tromper si on est capable de s'actualiser. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Être ouvert à la discussion. Ça, c'est un argumentaire qu'on a, une discussion qu'on s'est fait avec Mathias, qui n'était pas d'accord avec moi, parce qu'on se fait souvent des discussions, on n'est pas d'accord ensemble. Puis après, souvent, on finit par tomber d'accord, parce qu'en fait, c'était souvent une affaire d'interprétation. Et bref, du coup, ouvert à la discussion, être capable de citer ses sources, en fait. Être capable d'expliquer pourquoi, et évidemment, se remettre en question si jamais il y a meilleur en face de nous. Ne pas sauter dans le train de la hype. C'est-à-dire être un petit peu, prendre des précautions. Par exemple, on a l'arginine. L'arginine qui était un truc, mais ça devait fonctionner du feu de Dieu. Et puis en fait, gros biais de publication, boum, c'était pourri. Ça ne fonctionne pas et ça continue à être vendu, l'arginine. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas et c'est vendu à prix d'or. Vas-y. Faire preuve d'empathie et de valeur humaine. Lui, c'est un type qui ne dit pas que des bêtises. Il s'appelle Greg Doucette. Mais c'est un tel bâtard dans sa façon de les dire, que je ne recommanderais jamais de le suivre. Parce qu'en fait, pour moi, ce type-là, comme c'est un gros bâtard, il va chercher à démonter les gens et ça ne va jamais apporter de constructivité. Et pour moi, il faut faire la distinction entre les gens et les arguments. On peut taper à fond sur les arguments, mais pas sur les gens. Et enfin, citer ses sources et les critiquer au besoin. Et donc, c'est l'évidence de faire ça, based. C'était un jeu de mots. Du coup, encore. Donc, quelques coachs que je recommande. C'est vraiment, si j'ai pas mis votre nom, si machin, ne vous inquiétez pas, j'ai juste mis 3-4 noms à la volée pour que vous puissiez commencer à vous intéresser à ça. Donc, dans les francophones, Mathias Soulel, Sunchill, Clément Naveillant, Vassili Siliopoulos, Clément Noblet, Axel Sedano, Barbara Vulpinari, Marius qui est là. Il y en a d'autres, je les oublie. C'est une catastrophe, je suis vraiment le pire ami du monde, mais dans l'idée, vraiment ces gens-là sont à suivre. Ma chaîne, et si vous voulez, Geek & Fit. Attends, voilà. Et là, dans les anglophones, Greg Nuckols, Eric Trexler, Eric Helms, Michael Zourdos, James Krieger, Andy Galpin, Alan Aragon, Lane Norton. Toutes ces personnes-là, ça peut être une bonne base pour commencer à construire vos connaissances en sciences du sport et de la nutrition. Voilà. Et sur ce, pile à l'heure, je vous dis merci.